Un milliardaire entre dans un dîner et voit son ancien amour de jeunesse en tant que serveuse. Ce qu'il fait ensuite vous laissera sans voix. La pluie tombait en rideaux, implacable et froide, trempant les rues d'Ashton Hollow, une petite ville endormie, nichée aux confins de l'État de Washington. C'était le genre de nuit qui engloutissait sons et couleurs, ne laissant que des teintes d'acier gris et un silence pesant. La plupart des gens étaient blottis à l'intérieur, mais pas Jackson Carter. Depuis la vitre teintée de son SUV noir, Jackson observait les contours flous des enseignes au néon et des devantures rouillées. Il n'était pas censé être là. Ni ce soir, ni jamais, vraiment. Un gala de collecte de fonds prestigieux l'attendait à 2 heures de route, dans le centre de Seattle. L'un de ces événements en cravate noire, où les milliardaires paradaient en feignant de se soucier. Mais Jackson avait annulé à la dernière minute. Il ne savait pas vraiment pourquoi. Peut-être était-ce le vide de tout cela. Ou peut-être, juste peut-être, était-ce quelque chose de plus profond. Une douleur sourde qu'il ignorait porter jusqu'à ce soir. Alors que la pluie s'intensifiait, il demanda à son chauffeur de s'arrêter devant un dîner délabré qui semblait n'avoir pas été rénové depuis les années 1970. Les vitres étaient embuées. L'enseigne au néon bourdonnait et clignotait, et le nom « June's Grill » était à peine lisible, mais l'endroit était chaleureux, embaumant la graisse de bacon et le café fraîchement moulu. Cela suffisait, il entra. Une petite clochette tinta au-dessus de la porte, chassant le froid de son manteau. Personne ne lui prêta attention. Quelques camionneurs étaient penchés sur leur burger. Un étudiant somnolait devant un ordinateur portable. Et puis, il la vit. Au début, il ne réalisa pas. Elle était derrière le comptoir, concentrée, fatiguée. Sa queue de cheval était désordonnée. Ses mains bougeaient rapidement. Mais lorsqu'elle se tourna et lança « Je suis à vous dans une seconde », son monde s'arrêta. Cette voix, ce visage, ses yeux verts émeraude, c'était elle, Emily Walker, la fille avec qui il rivalisait autrefois pour chaque distinction, chaque bourse, chaque titre au lycée Ridgeview. La fille capable de surpasser un professeur en débat, de capturer une émotion humaine d'un simple coup de crayon et de résoudre un problème de calcul tout en fredonnant une sonate de Chopin. À l'époque, elle était une force, électrique, brillante, inarrêtable. Et maintenant, elle essuyait du ketchup sur une banquette en vinyle et demandait à un camionneur s'il voulait une autre tasse de café. Jackson s'assit lentement dans le coin le plus reculé, le cœur battant. Elle ne l'avait pas reconnu. Pas encore. Et pourquoi l'aurait-elle fait? Le gamin maigre, aux lunettes rafistolées et au pull d'occasion avait disparu. Jackson Carter était désormais le PDG de Carter Neural Systems, l'une des entreprises technologiques les plus puissantes de la côte ouest. Il portait des costumes sur mesure et prenait des décisions qui faisaient trembler les marchés. Mais dans ce dîner, par cette nuit pluvieuse, il n'était qu'un homme observant un fantôme de son passé servir du café dans un endroit qui semblait avoir oublié ce que sont les rêves. Il resta silencieux, commanda un café noir lorsqu'elle s'approcha, gardant la tête baissée. Elle ne sia pas, ne s'arrêta pas, se contentant de noter la commande avant de passer à autre chose. Mais à l'intérieur, le monde de Jackson s'effondrait. Comment en était-elle arrivée là? Qu'était-il arrivé à la fille qui disait vouloir changer le monde avec son art, alors que la pluie tambourinait plus fort contre les vitres et que le café refroidissait, intact, devant lui, une chose devint claire. Il ne quitterait pas ce dîner sans découvrir ce qui était arrivé à Emily Walker. Jackson Carter resta dans cette banquette plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. 1 heure, peut-être 2. Le temps semblait se brouiller sous le poids des souvenirs et de l'incrédulité. Il l'observait aller d'une table à l'autre, remplir des tasses, esquisser un sourire fatigué de temps à autre. Chaque geste, chaque mot qu'elle prononçait, c'était comme voir une couleur s'effacer d'un chef-d'œuvre qu'il admirait autrefois. Et pourtant, c'était toujours Emily. La dernière fois qu'il l'avait vue, c'était lors de la remise des diplômes Ridgeview High, promotion 2008. Elle portait une écharpe bleu foncé, marquant son statut de major de promotion. Il était 2e, à une marge infime. Ils étaient rivaux, mais jamais ennemis. Il y avait toujours eu une sorte de respect tacite, peut-être même quelque chose de plus, si l'un d'eux avait été assez courageux pour l'admettre. Elle partait pour le California Institute of the Arts, avec une bourse complète. Il se souvenait qu'elle lui avait montré son portfolio une fois, des dessins au fusain si vivants qu'il semblait en prendre vie, des œuvres qui faisaient ressentir quelque chose même à un nerd des maths comme lui. Son rêve était de devenir une conteuse visuelle, de tisser des émotions et des récits à travers l'art. Elle disait « À quoi sert la donnée sans humanité ?» À l'époque, il trouvait cela prétentieux. Maintenant, il n'en était plus si sûr.
De l'autre côté de la salle, il étudia son visage. Les yeux étaient les mêmes, brillants et perçants, mais tout le reste avait changé. Ses joues étaient plus creuses. Des rides d'inquiétude marquaient les coins de sa bouche. Et ses mains qui donnaient autrefois vie à la beauté sur des pages blanches, étaient maintenant calleuses et abîmées à force de porter des assiettes et de récurer des sols. Jackson se souvenait de sa propre ascension fulgurante après le lycée. Bourse, start-up technologique, incubateur de la Silicon Valley. À 28 ans, il faisait la couverture de Wired. À 30 ans, il avait gagné son premier milliard. Mais à quoi cela servait-il si la personne qui l'avait autrefois fait se sentir vivant semblait à peine survivre? Quand Emily disparut un instant dans l'arrière-salle, Jackson sortit son téléphone et ouvrit un contact sécurisé. Un nom apparut. Quinn Mercer, enquêtrice privée. Quinn n'était pas une simple détective. Elle était discrète, chirurgicale et presque clairvoyante lorsqu'il s'agissait de reconstituer une histoire de vie. Il tapa rapidement. Besoin d'un dossier complet. Sujet: Emily Walker, Ridgeview High. Promotion 2008. Vue pour la dernière fois travaillant au June's Grill à Ashton Hollow. Priorité élevée. Il hésita, puis ajouta « Ce n'est pas une opération corporate. Soyez délicate. » En envoyant le message, il réalisa quelque chose qui lui serra la gorge. Il avait construit des algorithmes capables de prédire le comportement humain avec une précision de 97%. Il avait conçu des interfaces neurales pour cartographier l'esprit. Mais rien de tout cela n'expliquait comment la fille la plus brillante qu'il ait jamais connue avait fini dans un endroit comme celui-ci. Quand Emily revint à sa table pour remplir sa tasse de café, leurs regards se croisèrent, juste une seconde. Et peut-être, juste peut-être, y eut-il une hésitation, un éclair de reconnaissance, une lueur de quelque chose de familier. « Café encore chaud ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais ferme. Jackson hocha la tête. « Oui, parfait. » Elle sourit poliment et s'éloigna. Mais ce sourire, il n'atteignait pas ses yeux. Et Jackson réalisa que ce sourire le hantait plus que tout dans ce dîner. Il avait l'argent, il avait le pouvoir. Mais pour la première fois depuis très longtemps, il se sentait impuissant. Car derrière ce sourire, il voyait quelque chose de brisé. Et il savait qu'il ne pourrait pas simplement partir. Pas cette fois. Le lendemain matin, Jackson était seul dans son bureau d'angle aux parois de verre, au siège de son entreprise à Seattle. En contrebas, la ville vibrait d'un mouvement incessant. Voiture sans fin, ambition sans fin. Mais l'esprit de Jackson n'était pas dans la salle de réunion. Il était toujours au June's Grill. Il n'avait pas dormi. La lumière du soleil filtrant par la fenêtre de son bureau ne faisait qu'accentuer les ombres sous ses yeux. Peu lui importait. Il voulait juste des réponses. À 8h15 précise, sa boîte de réception cryptée émit un signal. Quinn Mercer ne manquait jamais une échéance. Il ouvrit le dossier. Ce qu'il lut le stupéfia. Emily Walker s'était bien inscrite à CalArts en 2008 avec une bourse complète. Ses professeurs la qualifiaient d'exceptionnelle. Une artiste comme on en voit une fois par décennie. Elle excellait dans toutes les matières. Son portfolio de deuxième année avait été soumis à de grands studios d'animation pour des stages précoces. Puis, au printemps 2009, tout avait changé. Son père, David Walker, employé des postes avec un dossier irréprochable, fut diagnostiqué d'une maladie nerveuse dégénérative rare. Progression rapide, déclin rapide. Les factures médicales étaient écrasantes et leur assurance ne couvrait presque rien. Le frère cadet d'Emily, Ben, n'avait que 13 ans. À l'été de cette année-là, Emily s'était officiellement retirée de l'école. Quinn avait inclus la lettre de retrait dans le rapport. Jackson l'a lu 3 fois. En raison de besoins médicaux familiaux urgents, je dois malheureusement suspendre mes études. J'espère pouvoir revenir à l'avenir. Merci de croire en moi. Emily Walker, elle n'était pas revenue. Au lieu de cela, elle était retournée à Ashton Hollow. Elle avait pris 2 emplois. D'abord caissière dans une pharmacie, puis réceptionniste de nuit dans un motel. Son art avait presque disparu. Pas d'exposition, pas de portfolio, pas de réseaux sociaux. Elle était devenue invisible. Elle avait élevé son frère. Elle avait payé le loyer. Elle avait maintenu son père en vie par la seule force de sa volonté, pendant plus d'1 décennie. Jackson s'adossa à son fauteuil, les yeux brûlants. Il avait lu des centaines de rapports de ce type au cours de sa carrière. Violation de données, menaces internes, diffamation politique. Mais ceci, ce n'était pas une chute. C'était un acte de héroïsme discret. Elle avait tout sacrifié. Rêve, art, identité, pour ceux qu'elle aimait. Et pas une seule fois, elle n'avait demandé de l'aide. Il fit défiler le rapport. La dernière ligne était simple. Depuis 2 mois, Emily Walker travaille le matin chez Ashton Cleaners et le soir au June's Grill.
Heure hebdomadaire estimée, 78. Jackson referma le dossier et fixa l'horizon de la ville. Il avait passé des années à construire des empires, à racheter des entreprises, à remporter des batailles dans des salles remplies d'hommes aux égaux milliardaires. Mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi discrètement fort que cette femme qui survivait désormais dans un polo taché de graisse et un tablier noir. Elle n'avait pas besoin de charité. Elle avait besoin d'une porte, d'un chemin. Et lui, entre tous, avait les moyens de le construire. Il pivota dans son fauteuil et saisit son téléphone. « Linda, dit-il à son assistante exécutive, mettez-moi en relation avec le directeur de la Fondation Carter. Nous lançons une nouvelle initiative créative. Je veux organiser une recherche nationale pour un responsable artistique. » Une pause, puis un léger sourire effleura ses lèvres. « Sauf que je sais déjà qui je vais engager. » Jackson Carter n'avait jamais construit quelque chose aussi rapidement de toute sa vie. En 48 heures, la Fondation Carter avait un nouveau programme. Sur le papier, il s'intitulait « L'art au service de l'humanité et de l'innovation ». Il était conçu pour fusionner une vision créative avec les efforts de sensibilisation technologique de l'organisation à but non lucratif, apportant chaleur et humanité à une entité souvent critiquée pour son côté trop froid, trop corporate. Mais ce programme n'était qu'une coquille. Le véritable objectif, c'était Emily. Jackson travailla avec précision, peaufinant chaque détail pour préserver la fierté d'Emily. Cela ne devait pas ressembler à de la pitié. Cela devait sembler mérité, réel, inéluctable. Il ordonna à son équipe de fouiller Internet à la recherche de ses anciens travaux, tout ce qui pouvait être archivé de ses années à CalArts. Et ce qu'ils trouvèrent était de l'or. Une galerie numérique oubliée, poussiéreuse et non visitée depuis plus d'une décennie, remplie de croquis conceptuels, de storyboards et de portraits au fusain saisissant. Jackson sélectionna les pièces les plus puissantes, une série abstraite sur le deuil intitulée « L'attente silencieuse » et une collection de paysages urbains surréalistes appelée « Quand nous dormons ». Il demanda à son équipe juridique de rédiger une offre d'emploi qui donnait l'impression qu'un recruteur de talent de la Fondation était tombé sur son travail en ligne. Le poste, concepteur principal pour la nouvelle initiative de la Fondation, un salaire annuel de 150 000 $, une couverture santé complète pour toute la famille, une prime à la signature, une aide à la réinstallation et, surtout, une liberté créative totale. Pourtant, il hésita avant de lui remettre l'offre. Malgré toute sa planification, Jackson savait qu'il y avait une chose qu'il ne pouvait pas contrôler, Emily elle-même. Elle ne rendrait pas les choses faciles. Elle était trop fière, trop intègre, et c'est ce qu'il aimait chez elle. Ce soir-là, juste avant l'heure de pointe du dîner, il retourna au June's Grill. Cette fois, pas de casquette, pas d'anonymat, juste Jackson Carter, grand, vêtu d'un manteau imperméable, une mallette à la main, le cœur dans la gorge. Il entra. La clochette tinta au-dessus de la porte. Emily était derrière le comptoir, essuyant la surface avec une précision fatiguée. « Trouvez une place où vous voulez », lança-t-elle sans lever les yeux. « J'espérais parler avec vous directement, mademoiselle Walker. » Sa main se figea en plein essuyage. Lentement, elle se tourna. Leurs regards se croisèrent. La reconnaissance s'épanouit sur son visage. D'abord la surprise, puis l'incrédulité, et enfin une lueur de quelque chose de brut, de l'embarras. « Jackson, murmura-t-elle, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il esquissa un sourire prudent. « Oh, ça fait un bail. » Elle déglutit difficilement. « Ouais, environ 17 ans et quelques milliards de dollars, d'après ce que j'ai entendu. » Il rit doucement. « J'imagine que j'ai été occupé. » Emily croisa les bras, soudain sur la défensive. « Si c'est à propos du pourboire que tu as laissé la semaine dernière, écoute, je l'apprécie, mais c'était beaucoup trop. Tu n'avais pas à faire ça. »« Ce n'est pas à propos du pourboire, » dit-il, la coupant. « Bien que tu l'aies mérité, et plus encore. » Elle le fixa. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il. Elle jeta un coup d'œil autour du dîner à moitié vide, soupira, puis désigna une banquette dans un coin. « 5 minutes. Je suis en service. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Ses bras restèrent croisés. Sa garde resta levée. « Je suis ici pour affaires. » commença-t-il, sortant le dossier de l'offre de sa mallette. Ses yeux se plissèrent. La Fondation Carter lance un nouveau projet. Il a besoin d'un cœur, d'une vision. Ton travail, il a refait surface en ligne. Et dès que je l'ai revu, j'ai su que c'était exactement ce dont nous avions besoin. Il fit glisser le dossier vers elle. Elle ne l'ouvrit pas. Au lieu de cela, elle le fixa comme s'il venait de lui offrir une pierre de lune. « Tu plaisantes ?»« Non, c'est un emploi de pitié, dit-elle. Le mot tranchant, défensif. Tu te sens mal, alors tu me jettes un os. »« Non !» Sa voix s'abaissa. «
Ce n'est pas de la charité. C'est moi qui reconnais quelqu'un que je respecte. Quelqu'un qui a plus de talent dans son petit doigt que la plupart des designers que j'ai jamais embauchés. La mâchoire d'Emily se crispa. Pourquoi moi? Parce que, dit Jackson, plongeant ses yeux dans les siens, tu as toujours été la seule personne capable de prendre quelque chose de compliqué et de le rendre humain. Elle cligna des yeux, baissa le regard sur le dossier, hésita, mais ne le repoussa pas. Et pour l'instant, c'était suffisant. Emily ne dormit pas cette nuit-là. Le dossier de l'offre trônait, ouvert, sur la table de sa cuisine, son couverture brillante et son papier épais totalement déplacé dans son petit appartement d'une chambre. À côté, une tasse de café ébréchée, une assiette de toast intacte et un carnet de croquis qu'elle n'avait pas osé ouvrir depuis des années. $150,000. Ce chiffre seul lui donnait le vertige. Et pas seulement l'argent, les avantages, le titre, le contrôle créatif. Ce n'était pas juste un emploi. C'était une bouée de sauvetage déguisée en miracle. Mais elle ne croyait pas au miracle. Elle fixa son reflet dans la fenêtre sombre, pâle, fatiguée, incertaine. La femme dans le verre ne ressemblait pas à une conceptrice principale. Elle ressemblait à quelqu'un qui nettoyait des bacs à graisse et repassait des chemises pour vivre. Quelqu'un qui avait cessé de rêver il y a longtemps. Le lendemain matin, elle prit sa décision. Elle allait refuser. Pas parce qu'elle n'en voulait pas, mais parce que cela semblait faux, impossible, trop pratique. Ce soir-là, Jackson revint. Il la retrouva dehors, pendant sa pause de 15 minutes, sous la lumière vacillante d'un lampadaire à moitié cassé. Elle se tenait les bras croisés, adossée au mur de briques, essayant de paraître posée. « Je ne peux pas accepter », me dit-elle avant même qu'il n'ouvre la bouche. Jackson inclina la tête. « Pourquoi pas ?» Elle haussa les épaules. « C'est trop vite. Et soyons honnêtes, tu fais ça par culpabilité. » Son expression ne vacilla pas. Emily continua, la voix montant. « J'ai été invisible pendant 15 ans, et soudain, tu entres. Tu me jettes un rôle à 6 chiffres comme si c'était un pourboire. Je n'ai pas besoin de ta charité, Jackson. » Il s'approcha, son ton calme mais ferme. « Ce n'est pas de la charité, et je n'ai pas fait ça parce que je me sens mal. »« Alors pourquoi ?» lança-t-elle. Jackson marqua une pause. Puis il dit « Parce que je te dois quelque chose. » Elle cligna des yeux. « Quoi ?»« La bourse Harrison Merit, » répondit-il. « En terminale, tu te souviens ?» Le visage d'Emily se durcit. « Bien sûr que je m'en souviens. Nous étions finalistes. Tu as gagné. » Il hocha lentement la tête. « Ouais. Et je n'ai jamais dit à personne. Mais je n'ai pas gagné parce que j'étais plus intelligent. J'ai gagné parce que j'ai écrit l'essai le plus désespéré de ma vie. » Les yeux d'Emily se plissèrent. « De quoi parles-tu ? L'entreprise de construction de mon père a fait faillite cette année-là. Nous allions perdre notre maison. Cette bourse était ma seule chance. J'ai déversé toute ma panique et ma peur dans cette candidature. Ce n'était pas meilleur que la tienne. C'était juste plus urgent. » Le visage d'Emily s'adoucit légèrement. Il prit une inspiration, la voix basse. « Je savais que tu la méritais. Et quand j'ai entendu que ton nom n'avait pas été appelé, je t'ai cherché dans la foule. Tu applaudissais, tu souriais. Mais tes yeux disaient de la vérité. » Elle baissa les yeux, déglutissant difficilement. « J'ai porté cette culpabilité pendant 17 ans, continua-t-il. Et quand je t'ai vu dans ce dîner, j'ai réalisé que j'avais une chance de réparer ça. Pas en te donnant de l'argent, mais en reconnaissant enfin ce qui aurait dû être à toi depuis le début. » La respiration d'Emily s'arrêta. Ce travail, cette opportunité, ce n'est pas une faveur. C'est la correction d'une erreur. Un silence lourd, chargé de souvenirs, s'étira entre eux. Enfin, elle leva les yeux, sa voix douce. « Tu crois vraiment que je suis toujours cette personne ? Je sais que tu l'es, dit-il. Tu l'as juste oublié un moment. Laisse-moi t'aider à t'en souvenir. » Elle le fixa, les yeux brillants, l'expression déchirée entre résistance et désir. Puis elle fit un léger hochement de tête. « D'accord, » murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis des années, Jackson vit son sourire. Pas un sourire de politesse, mais quelque chose de réel, de l'espoir. 3 semaines plus tard, Emily Walker entra dans le siège de la Fondation Carter au centre de Seattle. 22 étages de verre, d'acier et de silence. Elle portait le seul blazer qu'elle possédait, trouvé dans une friperie qu'elle avait repassé 3 fois avant de partir. Ses paumes étaient moites. Son cœur battait la chamade. L'intérieur du bâtiment était élégant, moderne, clinique, murs blancs, annuaire tactile, pas feutré sur du béton poli. Elle se sentait comme une intruse dans un temple construit pour des gens qui ne s'inquiétaient pas des factures d'électricité ou des vêtements soldés. Puis une voix l'accueillit. « Mademoiselle Walker, bienvenue à la Fondation Carter. Monsieur Carter vous attend. Le docteur Patel vous rejoindra à l'étage. » Une femme posée,
avec une oreillette et un iPad, la guida vers l'ascenseur. Les oreilles d'Emily bourdonnèrent alors qu'elle montait au 19e étage. Quand les portes s'ouvrirent, tout changea. L'espace de travail de la fondation n'était pas froid ni stérile. Il était vivant. La lumière naturelle inondait les lieux à travers d'immenses fenêtres. Des poutres en bois s'incurvaient au plafond comme les côtes d'un grand navire. Des plantes en pot débordaient des coins. Un mur entier, sans peinture, portait une immense toile blanche avec l'inscription « Votre histoire commence ici ». Le docteur Asha Patel, directrice de la fondation, l'accueillit avec un sourire chaleureux et sincère. « Pas d'entretien, dit-elle. Jackson m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. » Emily cligna des yeux. « Il l'a fait ?» Le docteur Patel rit doucement. « Ne vous inquiétez pas, il ne vous a pas trop encensé. Il a juste dit que vous alliez changer la façon dont les gens perçoivent ce que nous faisons. » Elle fit visiter à Emily les espaces de travail ouverts, les coins cosy pour les brainstorming, les zones collaboratives avec des murs en verre inscriptibles. Tout l'étage était conçu pour la créativité, et cela ne ressemblait en rien au dîner, à la teinturerie ou à la vie qu'Emily avait connue ces 15 dernières années. Le docteur Patel la conduisit à un petit bureau avec 2 fenêtres, un bureau debout et des étagères prêtes à être remplies. « C'est le vôtre, » dit-elle. « Jackson a dit que vous voudriez une vue. » Emily s'avança lentement, la gorge nouée. La vue donnait sur le Puget Sound. L'eau scintillait comme du verre sous un pâle soleil de printemps. « Ah, c'est réel ?» murmura-t-elle. Le docteur Patel hocha la tête. « C'est à vous. Tout ça. » Les jours suivants furent un tourbillon. Emily se plongea dans son travail avec une faim qu'elle ignorait encore posséder. Elle ressortit ses vieux carnets de croquis, raviva des idées abandonnées griffonnées sur des serviettes pendant ses pauses déjeuner. Ses mains, autrefois rugueuses à cause du savon à vaisselle et des produits de nettoyage à sec, étaient désormais couvertes d'encre et de fusain. Elle conçut un nouveau logo pour la fondation. 2 mains entrelacées, l'une digitale, l'autre humaine, formant la forme d'une flamme. C'était audacieux, vulnérable, symbolique. Jackson resta silencieux près d'1 minute entière lorsqu'il le vit pour la première fois. « Tu l'as toujours », dit-il, la voix rauque d'admiration. Leurs interactions devinrent plus fréquentes. Les réunions déjeuner se transformèrent en brainstorming tardif. Les critiques en studio se fondirent en moments tranquilles où il parlait simplement. Il lui parla de la solitude du leadership, du prix du succès. Elle lui raconta la nuit où son père avait failli ne pas s'en sortir. Comment elle avait dormi sur le sol de l'hôpital, son carnet de croquis serré contre sa poitrine, terrifiée à l'idée d'oublier qui elle était. Ils ne mirent pas de nom sur ce qui grandissait entre eux, mais c'était là. Dans la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne dans la pièce, dans la manière dont elle riait maintenant. Pleinement, sans peur, un vendredi après-midi, elle reçut son premier chèque de paie. Elle fixa les chiffres, abasourdie. La première chose qu'elle fit fut d'appeler une agence d'infirmiers pour engager des soins à temps plein pour son père. La deuxième, elle déménagea sa famille dans un condo propre et lumineux avec vue sur le lac Green. Et cette nuit-là, debout sur le balcon, carnet de croquis à la main, la ville scintillant sous elle, Emily murmura « Je me souviens maintenant de qui je suis. Le printemps céda la place à l'été naissant. » Et avec lui vint une chaleur inattendue dans la vie d'Emily. Ses journées étaient désormais remplies de couleurs, de sens et de l'excitation discrète de la redécouverte. Son art avait de nouveau une place, sur les murs, dans les réunions, dans le cœur des gens qui comprenaient enfin sa valeur. Elle ne survivait plus seulement, elle vivait. Alors, lorsqu'un courriel arriva un matin avec pour objet opportunité d'exposition, Vanguard Contemporary NYC, cela sembla comme si l'univers s'alignait enfin. Emily cligna des yeux en lisant le message, incertaine si elle l'imaginait. Le courriel venait d'un homme nommé Sébastien Doran, un conservateur d'art pour ce qu'il décrivait comme une galerie émergente d'élite, basée à New York. Il expliquait qu'un de leurs éclaireurs anonymes était tombé sur son portfolio de l'époque, Cal, Arts. Ils avaient été profondément touchés, à tel point qu'ils voulaient lui offrir une exposition solo. Une exposition solo à New York. C'était le genre de courriel dont elle rêvait à l'université, quand elle griffonnait des noms de galeries dans les marges de ses carnets. C'était le genre d'opportunité qu'elle avait enterré sous des années de responsabilité et de résignation. Pourtant, cela semblait trop parfait. Elle décida d'en parler nonchalamment autour d'un café avec Jackson. « Ce n'est probablement rien, dit-elle, forçant un ton léger. Juste un courriel. Ça pourrait être du spam, non ?» Jackson leva les yeux de sa tasse. « Vanguard, j'en ai entendu parler. Ils sont nouveaux, mais légitimes.
du moins en surface. Veux-tu que notre équipe juridique y jette un œil? Elle secoua la tête rapidement. Non, je veux dire, pas encore. Je ne sais même pas si je vais répondre. Il sourit et ses mots firent battre son cœur. Émilie, c'est exactement ce que tu mérites. Dis oui. Alors, elle le fit. Elle répondit à Sébastien. Quelques heures plus tard, il l'appela. Sa voix était chaude, énergique, pleine de flatterie. Il s'extasia sur la profondeur émotionnelle, la nuance structurelle et la retenue radicale de son travail. Il parlait comme s'il avait étudié ses œuvres pendant des années, et Émilie, affamée de validation artistique, ne put s'empêcher de se sentir exaltée. Ils échangèrent des courriels pendant des jours. Il posait des questions pertinentes sur son processus créatif. Il proposa de la faire venir en avion pour le vernissage de l'exposition. Puis, une semaine plus tard, vint l'étape suivante. Pour finaliser nos supports promotionnels, écrivit Sébastien, notre équipe de design a besoin de votre portfolio complet en haute résolution. Cela inclut vos travaux de l'époque RISD et tout ce que vous êtes à l'aise de partager de plus récent. Nous voulons mettre en avant l'ensemble de votre arc artistique. Veuillez utiliser notre serveur de téléchargement sécurisé, crypté de bout en bout. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous. Émilie hésita un instant. Après tout, elle travaillait désormais pour une fondation technologique. Elle avait entendu le terme « crypté » des dizaines de fois en réunion. Le portail semblait propre, professionnel, avec une identité visuelle soignée, et Jackson avait dit qu'elle méritait cela. Alors, tard ce soir-là, dans son bureau à la fondation, après le départ de tout le monde, Émilie sélectionna ses meilleures pièces et les téléchargea. Ses anciens croquis, ses nouveaux concepts, même quelques maquettes de la prochaine campagne de la fondation. Le téléchargement prit près d'1 heure. Lorsqu'il fut terminé, elle ferma l'onglet, éteignit son ordinateur portable et s'adossa à son fauteuil. Pour la première fois depuis des années, elle se permit d'imaginer. Son art exposé dans une galerie à Manhattan. Des inconnus murmurant leur admiration, son nom sur une plaque sous un tableau. Un avenir qui semblait mort était désormais à un pas de se réaliser. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'au moment où elle avait cliqué sur « Envoyer », quelque chose d'autre s'était discrètement activé. Un script caché, intégré dans ce lien de téléchargement, s'était frayé un chemin dans son ordinateur. Et de là, il avait commencé à se propager dans le réseau sécurisé de la Fondation, exploitant son accès de haut niveau. Il ne voulait pas seulement son art, il voulait tout. Et quand Émilie rentra chez elle, fredonnant un air léger, l'espoir au cœur, la brèche avait déjà commencé. La violation fut détectée à 2h43 du matin, non pas par une personne, mais par un démon de sécurité automatisé que Jackson avait personnellement commandé lors des débuts de l'expansion de la Fondation Carter. Il signala une anomalie dans le réseau. Une extraction massive de données acheminées via une connexion soi-disant sécurisée provenant d'une source interne de confiance. Le système traça l'origine avec une précision glaçante. Source: ID de l'appareil C2B48 Émilie. Emplacement: 19e étage, studio de design de la Fondation. Utilisateur: Emily Walker. Cible: fichier d'algorithme de compression CNS, classé comme code propriétaire central. Quand l'alerte atteignit le téléphone de Jackson, il dormait, seul dans son penthouse. Il se réveilla en sursaut, fixa l'écran et sentit son sang se glacer. En quelques minutes, il était habillé et filait à travers les rues désertes de Seattle. À 3h15, il se tenait dans le centre de commandement de cybersécurité de CNS, plongé dans l'obscurité. La pièce brillait de moniteurs bleus fantomatiques, chacun pulsant de données et de journaux de menaces. Marcus Lang, son chef de la sécurité, exposa les détails avec une clarté brutale. Le code source a été accédé à distance. La signature remonte au poste de travail d'Emily Walker. Il a été téléchargé sur un serveur offshore intraçable selon les horodatages et les schémas de données. C'est un travail interne. Jackson ne parla pas. Il ne pouvait pas. Son estomac se noua. La voix de la raison hurlait dans sa tête. C'est elle. Ça doit être elle. Regarde les preuves. Mais quelque chose de plus profond, une intuition tenace dans ses tripes, murmurait « Non, pas elle. Elle ne ferait pas ça. » Il le dit à voix haute. Lang ne s'y a pas. « Je veux le croire aussi, monsieur, mais les journaux sont irréfutables. » Jackson se tourna vers l'écran mural. Là, un journal d'activité complet montrait la brèche, provenant des identifiants d'Emily, de son appareil, de son emplacement. Elle était la seule à avoir cet accès. Lang continua, le visage grave. « Si cela devient public,
Le conseil exigera un licenciement, une action en justice, et nous devrons signaler cela aux fédéraux. C'est la procédure standard pour un vol de propriété intellectuelle à cette échelle. Pas encore, dit Jackson fermement. Lang haussa un sourcil. Monsieur, j'ai besoin de 24 heures. Verrouillez tout. Pas d'escalade, pas de notification au conseil. Ça reste en interne, sous mon autorité. Lang marqua une pause, puis hocha la tête. Compris. Jackson quitta le bâtiment sans un mot de plus. Il ne prit pas sa voiture. À la place, il récupéra une Ducati noire mat dans le garage exécutif. Il avait besoin du rugissement du moteur pour couper le brouhaha croissant dans son esprit. À 4 heures, il était devant le condo d'Emily. Les lumières étaient allumées. À l'intérieur, des rires flottaient. Son frère Ben, son père, une musique douce en fond, une célébration. Jackson frappa une fois. Emily ouvrit la porte, un sourire radieux sur le visage. « Jackson, tu ne vas pas le croire, » dit-elle, les yeux brillants. « La galerie vient d'envoyer le contrat pour l'exposition. Ils veulent me faire venir le mois prochain. Ça arrive vraiment. » Il ne rendit pas le sourire. « Emily, » dit-il platement, « il faut qu'on parle. Seul. » Son expression vacilla. « Quoi ? Pourquoi ? » « S'il te plaît. » Ils sortirent sur le balcon. L'air nocturne était frais, mais la voix de Jackson était plus froide. À 21h17 hier soir, ton ordinateur a transmis plus de 700 mégaoctets de code propriétaire à un serveur offshore. Le cœur de la propriété intellectuelle de mon entreprise a été violé, et les journaux de sécurité disent que c'est toi qui l'as fait. Emily se figea. Je ne comprends pas, bégaya-t-elle. Le téléchargement a été acheminé via un faux serveur de galerie, le lien sur lequel tu as cliqué. Il s'arrêta, observant son visage blêmir. C'était un cheval de Troie. Non, murmura-t-elle. Ce n'est pas possible. C'était sécurisé. Ils ont dit... Quelque chose t'a semblé étrange. Elle secoua la tête frénétiquement. Tout semblait réel. Les courriels, le site web, le conservateur, Sébastien. Il m'a parlé. Il connaissait mon travail. La poitrine de Jackson se serra en la voyant. Ce n'était pas le visage d'une traîtresse. C'était celui de quelqu'un dont le rêve venait de se transformer en cauchemar. « Emily, » dit-il doucement, mais avec urgence, « il faut qu'on comprenne maintenant. Tu te souviens de quelque chose? Quelque chose d'inhabituel ?» Elle hésita. « Ben, mon frère, il a regardé le lien de téléchargement avant que je l'envoie. Il a dit quelque chose. » « Attends. » Elle disparut à l'intérieur, revenant un instant plus tard avec Ben, pieds nus, l'air confus. « Ben, » dit-elle, « qu'est-ce que tu as dit à propos de ce lien de la galerie ?» Il se frotta les yeux. Juste qu'il utilisait un protocole de port bizarre. Ça semblait sécurisé, mais il masquait son véritable itinéraire. J'ai pensé que c'était juste une particularité technique de la galerie. Jackson inspira profondément. C'était ça, la faille dans le coup monté. Il croisa le regard d'Emily, sa voix désormais d'acier. « Fais un sac, reste ici, verrouille les portes, ne parle à personne. » Il se tourna vers Ben. « Toi, tu viens avec moi. »« Attends, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Ben, abasourdi. Jackson était déjà en mouvement. « On part en guerre. » Le bureau de Jackson devint une salle de guerre. À l'aube, lui, Ben et Quinn Mercer, l'enquêtrice privée, étaient réunis autour d'une longue table de conférence jonchée de tasses de café, d'impressions de code et de rapports de Forensics Réseau. Le ciel dehors rosissait, mais à l'intérieur, la tension était palpable et inébranlable. Ben, penché sur un ordinateur portable, parcourait des lignes de code récupérées. Le cheval de Troie, qui avait infecté l'ordinateur d'Emily, était bon, effrayant de perfection. Il se faisait passer pour un serveur de galerie, imitait un cryptage sécurisé et effaçait ses propres traces après avoir exécuté la brèche. Mais il n'était pas parfait. Là, pointa Ben, une ligne de code résiduelle. Celui qui a écrit ça a laissé une étiquette d'appel, une signature numérique. Quinn se pencha, la reconnaissant instantanément. « Nix », murmura-t-elle. Un groupe de cybermercenaires alloués, principalement utilisés par des acteurs corporatifs qui veulent des coups bas, faits proprement. Ben leva les yeux. Ils ne sont pas indépendants.
Quelqu'un les a payés. La mâchoire de Jackson se crispa. Je sais qui. Il marcha jusqu'au tableau blanc et écrivit un nom en majuscules grasses, Gavin Stryker, PDG de Nexitech Systems, le plus ancien rival de Jackson. Ils avaient, tous deux, lancé des startups de compression de données depuis des garages à 1 an d'intervalle. Mais là où Jackson avait bâti son empire sur l'intégrité et l'innovation, Gavin jouait un jeu différent, fait de manipulation, d'espionnage et d'acquisition brutale. Stryker avait passé des années à essayer de mettre la main sur l'algorithme de compression de CNS, le même que les identifiants d'Emily semblaient avoir divulgué. Il savait que je ne la soupçonnerais pas, dit Jackson, faisant les 100 pas. Il comptait là-dessus. Elle était la vulnérabilité parfaite. Ben referma son ordinateur d'un coup sec. Et maintenant, les yeux de Jackson brillèrent. Maintenant, on retourne l'arme contre lui. Le plan était risqué, illégal s'il était mal exécuté, mais brillant s'il était mené avec précision. Ils créèrent un piège, un faux fichier de données étiqueté, clé de décryptage V3, 0 de compression Ethos CNS. Ils le placèrent dans un bac à sable virtuel, puis laissèrent une piste synthétique fuiter via un compte factice qu'ils savaient surveiller par l'équipe de Stryker. L'appât était trop alléchant pour être ignoré. 3 heures plus tard, le fichier fut accédé non par un proxy, non par un hacker junior, mais depuis l'appareil personnel de Stryker, utilisant une accréditation administrative au sein du réseau interne de Nexitech. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Simultanément, 2 choses se produisirent. Une bombe logique intégrée dans le piège explosa, brouillant les serveurs de R&D interne de Nexitech, corrompant des années de données de recherche au-delà de toute récupération. Une alarme, silencieuse, fut déclenchée auprès de la division des crimes cybernétiques du FBI, qui soupçonnait depuis longtemps les agissements corporatifs de Stryker, mais manquait de preuves jusqu'à ce moment. À 8h45, des agents fédéraux étaient dans le hall de Nexitech. À 9h15, Gavin Stryker était menotté. De retour au siège de CNS, la salle de réunion explosa. Jackson se tenait en tête de table, tandis que son équipe exécutive fixait une diffusion en boucle d'un reportage montrant Stryker conduit hors de son bâtiment, déchu. Il prit une inspiration. « À effet immédiat, dit-il, Emily Walker est lavée de tout soupçon. Elle a été piégée par une tierce partie visant cette entreprise à travers elle, et elle s'est battue plus fort que quiconque pour prouver son innocence. » Il y eut des murmures, puis des hochements de tête, et enfin des applaudissements. Mais Jackson ne s'intéressait pas à la vindication. Il quitta la réunion tôt. Il avait un autre endroit où être. Il arriva au condo d'Emily juste après 10 heures. Elle ouvrit la porte, l'anxiété inscrite sur son visage. « Est-ce que ça a marché ?» demanda-t-elle. Jackson ne parla pas. Il sortit simplement son téléphone et lui montra le titre. PDG de Nexitech arrêté dans un scandale d'espionnage corporatif. Emily fixa l'écran, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. « Je t'avais dit que je m'en occuperais, » dit Jackson doucement. Elle le regarda comme s'il était à la fois un miracle et un mystère. Puis, sans un mot, elle se jeta dans ses bras et sanglota contre sa poitrine. Soulagement, gratitude, confiance et quelque chose d'autre aussi. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer, mais qu'ils ressentaient tous les deux. 3 mois plus tard, la Fondation Carter dévoila sa transformation. Ce qui était autrefois une extension stérile d'un empire technologique vibrait désormais de chaleur, d'humanité et de vision. Son grand événement de rebranding attira médias, donateurs, leaders technologiques et artistes de tout le pays. Mais la véritable pièce maîtresse n'était pas dans la foule, mais derrière un grand rideau de velours au centre de la scène. Alors que la salle se taisait, le rideau s'éleva. Des exclamations parcoururent l'audience. C'était une peinture, massive, vibrante, impossible à ignorer. Une masse tourbillonnante d'indigo sombre, de gris orageux et de tons de vert brisé spiralait vers le centre. Mais de ce chaos émergeaient des fils dorés, des lueurs lavandes et cramoisies douces, se tissant en une main tendue, presque comme un appel à s'approcher. Le titre de l'œuvre était gravé en bronze en dessous. « Le fantôme dans la machine » par Emily Walker. Elle se tenait à l'écart sur le côté de la scène, les paumes moites, le cœur battant.
Mais alors que les applaudissements commençaient, sincères, forts et prolongés, quelque chose en elle se libéra. Un poids qu'elle ne savait pas encore porter glissa de ses épaules. Derrière elle, Jackson monta sur le podium. Vêtu d'un élégant costume gris ardoise sans cravate, il semblait toujours l'homme d'affaires, mais en quelque sorte plus doux, plus chaleureux. Il s'éclaircit la gorge. « Lorsque nous avons commencé ce rebranding, dit-il, nous voulions renouer avec le côté humain de l'innovation, mais nous n'avions pas réalisé qu'il nous manquait un cœur. » Il se tourna, regardant directement Emily. Cette femme nous l'a ramené. Il y eut une pause, quelques flashs d'appareils photo. Mais Jackson ne s'adressait plus à la salle. Il s'adressait à elle. Emily Walker nous a rappelé que les gens ne se connectent pas avec des données. Ils se connectent avec des histoires, des luttes, de la résilience et parfois, quand nous avons de la chance, avec la rédemption. La salle éclata à nouveau en applaudissements. Plus tard, alors que la foule se mêlait et que les verres de vin s'entrechoquaient, Emily se retrouva à côté de Jackson près de l'immense fenêtre donnant sur le Puget Sound. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. Puis Jackson dit doucement « Tu as tout changé ». Elle leva les yeux vers lui. « Tu as cru en moi. Quand toutes les données disaient que j'étais coupable. » Il sourit doucement. « J'ai choisi de te croire. » Elle tendit la main vers la sienne. Et pour la première fois depuis cette nuit pluvieuse au June's Grill, ils n'étaient plus le milliardaire et la serveuse. Ils n'étaient plus le PDG et l'accusé. Ils étaient Jackson et Emily. Deux personnes qui avaient traversé le feu et en étaient sorties de l'autre côté. Non pas brûlées, mais forgées. Certaines histoires ne commencent pas comme un conte de fées. Elles débutent dans un dîner trempé par la pluie, avec des yeux fatigués, des rêves oubliés et un fantôme du passé sirotant un café dans l'ombre. Emily Walker n'a pas été sauvée. Elle n'a pas été secourue. Elle a été vue par quelqu'un qui se souvenait de qui elle était avant que le monde n'essaie de l'effacer. Par quelqu'un qui avait le pouvoir d'ouvrir une porte, mais la sagesse de ne pas la forcer à la franchir. Et Jackson Carter, il n'était pas le chevalier en armure brillante. C'était un homme qui avait fait une erreur autrefois et qui, lorsqu'on lui donna l'occasion, décida de la réparer. Leur voyage n'était pas uniquement basé sur la romance. Il était construit sur le respect mutuel, sur les secondes chances, sur la vérité dite dans les moments les plus difficiles, sur la volonté de se battre pour quelqu'un, non pas parce qu'il avait besoin d'être sauvé, mais parce qu'il méritait tout ce qu'il avait perdu. L'histoire d'Emily nous rappelle que le sacrifice n'efface pas le potentiel, que les rêves enfouis ne sont pas morts, ils sont en sommeil, et que lorsqu'une personne croit vraiment en nous, cela peut réveiller un feu que nous avions oublié porter. Et l'histoire de Jackson nous rappelle que le pouvoir ne se mesure pas au nombre de personnes que vous commandez, il se mesure au nombre de vies que vous choisissez d'élever. Alors, si vous vous retrouvez un jour dans un coin tranquille, regardant quelqu'un qui semble invisible au monde, demandez-vous quelle histoire l'a conduit ici et quelle histoire pourrait commencer si quelqu'un osait croire en lui à nouveau. Parce que parfois, la chose la plus puissante que nous puissions offrir est un second regard et une seconde chance. Merci d'avoir suivi. Si cette histoire vous a touché, donnez-lui un like, partagez-la avec quelqu'un qui croit aux secondes chances et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci.